et aussi des autres montées qui les attendent, puisqu'il faudra remonter. Hein, le GR10 passe à la station de Super-Bagnères, en gravit les crêtes, pour aller le lac de Haut qui est derrière, ici, pardon. Et ensuite, on voit le Pourret d'Esquirry qui est là. Ensuite, derrière, il faut redescendre, remonter. On distingue mal ensuite vers la droite, il faudrait un plan un peu plus large. Au-dessus de Super-Bagnères, j'ai découvert d'ailleurs un changement récent du tracé du GR10. C'est vrai que je vous ai dit plusieurs fois déjà que le GR10 propose souvent des chemins relativement accessibles, sans difficulté technique. C'est en tout cas comme ça qu'il est conçu. Et il passait autrefois sur un sentier assez escarpé, hein, qu'on voit ici sur cette photographie, à flanc de montagne. Et il y a quelques années, alors je ne me souviens plus de l'année précise, il y a eu un accident terrible, une personne est morte à la suite d'un souci. La météo n'était pas très bonne en plus, et c'était des gens qui étaient très épuisés. Et donc la mort de cette personne a entraîné une décision de changer le parcours. Alors on voit, les balises n'ont pas partout été effacées, hein. Vous voyez, il y en a une au sol, c'est pas moi qui l'ai sortie de terre, hein. Elle était encore là. Mais voilà, le vieux tracé, bon, c'est vrai que quand on a le pied montagnard, ça donne un petit peu envie, c'est que c'est très rectiligne, très droit, on ne perd pas d'altitude. Aujourd'hui, les randonneurs sont obligés de descendre 200 mètres de plus de dénivelé, de les remonter ensuite pour retrouver l'ancien tracé. Mais effectivement, c'est plus sécurisé, il y a des pentes beaucoup moins importantes, on risque beaucoup moins la chute. Parce que la photo n'est pas prise à l'endroit le plus dangereux, hein. Il y a plus loin, il y a un petit passage un peu rocheux, ça peut être très glissant par temps pluvieux. Et pour ceux qui ont un peu le vertige, ça peut être effectivement assez exposé, avec des gros sacs, la fatigue, le vent peut-être. C'est vrai que c'est toujours plus risqué. Donc il y a comme ça de temps en temps des changements décidés par les fédérations de randonnée pédestre, en concertation évidemment avec les communes concernées, puisque le maire a toute sa responsabilité quand il y a des accidents sur sa commune. Voilà. Alors on arrive par un secteur quand même assez escarpé, mais le sentier est relativement large, avec une vue plongeante sur le lac de Haut, après avoir franchi la Combe de Bourg. Donc c'est vrai que ça propose, pour ceux qui arrivent par ce secteur, pour ceux qui viennent de loin par exemple et qui ne connaissent pas les Pyrénées, une découverte assez originale de ce lac de Haut qui d'habitude est plutôt pris en photo avec sa cascade derrière. Bon, on arrive dans des secteurs aussi, je suppose que la plupart d'entre vous y avez déjà mis les pieds ou un œil peut-être, et vous commencez à connaître au moins les noms que j'évoque. C'est vrai que quand je parlais peut-être des Pyrénées-Orientales ou de l'Ariège, c'était peut-être moins connu parmi vous. Après avoir donc atteint la vallée d'Or, de nouvelles remontées attendent nos randonneurs, hein, puisqu'il va falloir gravir les pentes de la station de Saint-Lary. Ça permet au GR10 de proposer un secteur que les deux autres parcours évitent complètement, c'est la réserve du Nouviel. Le GR10 est le seul à s'engager dans ce secteur quand même relativement célèbre, pour ceux qui non seulement connaissent les Pyrénées, mais aussi ils cherchent des activités touristiques. Mais voilà, ça les fait déboucher sur la vallée de Barèges, et donc à atteindre la station la petite ville de Lucin-Sauveur. Alors ça va entraîner de nombreux parcours qui vont suivre les routes. Alors on n'est pas souvent sur la route, hein, quand on randonne sur ce GR10. Beaucoup de sentiers sont souvent à quelques centaines de mètres, un peu en hauteur ou parfois en contrebas. Mais il y a quand même des passages assez longs sur les routes, hein, notamment aux alentours de Pranières, hein, avant d'arriver à Gèdre. Sur la journée, là, il y a plusieurs kilomètres, hein, sur le bitume, avec des secteurs à grand passage en plus, hein, puisque c'est la route de Gavarnie. Si vous tombez un dimanche à 11h en train de marcher sur votre GR10 et que vous devez mettre le pied sur la route, là, voilà, bon, tout dépend toujours des horaires, hein. C'est vrai que le randonneur qui se lève tôt, qui part à 5h du matin systématiquement, bon, il croisera rarement du monde. Donc bon, je vais vous montrer assez peu de photos de ce secteur. J'ai essayé d'insister sur le côté espagnol. Alors, je me suis dit que peut-être vous connaissiez moins. Mais donc on va passer assez vite. Vous reconnaissez peut-être la vallée de Saint-Lary, avec le fameux Arbizon sur la droite. Et donc les randonneurs là doivent gravir
Ils traversent la route du Pla d'Adé là pour atteindre les crêtes. Là, c'est la serre d'Olon, et ensuite ils vont sur les hauteurs de la station de Saint-Lary. Ils traversent donc la station de ski. Donc au niveau paysage, c'est pas hyper intéressant non plus toujours, mais bon, l'été il y a personne en tout cas, ou quasiment, beaucoup moins que certains secteurs sans station de ski en tout cas. Donc après avoir atteint le Pays Toy, donc on remonte vers Gavarnie, puisque le GR10 propose, alors c'était pas comme ça dans ses premières conceptions, les premières versions historiques du GR10 coupaient directement de Luz jusqu'à Cauterets, en passant le col de Rioux, au-dessus de la station de Luz. Vous avez toujours une variante qui est encore balisée rouge et blanc, et donc c'était très efficace. Là, pour le coup, on gagnait des dizaines de kilomètres, mais voilà, on ne voyait ni Gavarnie, ni le Vignemale, ni le lac de Gaume, voilà, ni le pont d'Espagne. Donc voilà, il y a eu tout un battage et des débats touristiques, économiques certainement, et au niveau des fédérations de randonnée aussi, pour faire un nouveau tracé, alors qu'il y a déjà plusieurs décennies. Le nouveau tracé a été tracé, à mon avis, il faudrait que je cherche la date précise, mais je pense il y a au moins 20-25 ans, pour proposer donc un passage proche de Gavarnie. Alors, le tracé lui-même n'atteint pas le village de Gavarnie ni le cirque. Si le randonneur veut voir le cirque, il devra faire un détour par rapport à son trajet, puisqu'on on voit le cirque pour la première fois sur le fameux plateau de Sauguet, quand on suit le GR10 dans ce sens. Et voilà, en dormant au milieu des très nombreux camping-cars du secteur des Granges de Hol, là, on peut avoir un petit aperçu de la foule touristique que draine ce site, mais donc pour le voir vraiment, il faut y consacrer quelques heures d'excursion. Alors, les randonneurs du GR10 vont s'attaquer aussi à leur point culminant, puisque je vous l'avais dit, il me semble, le point le plus haut du GR10 est atteint au-dessus du refuge de Baille-Selance, à la Hourquette d'Ossou, à 2734 mètres. Donc on arrive en plus par là de ce côté un versant particulièrement enneigé tardivement. Bon, c'est l'occasion aussi pour les randonneurs qui le souhaitent de faire par exemple un 3000. Il y a le fameux petit Vignemale qui ne demande que 250 mètres, 300 on va dire de plus que la Hourquette d'Ossou. En laissant les sacs, ça peut être relativement simple s'il reste des forces. Avant la longue descente sur Cauterets, puisque là, il y a une descente qui va de 2700 jusqu'à 900 mètres au village. Alors, elle a l'avantage d'être relativement progressive, et on franchit donc des sites célébrissimes, lac de Gaume, pont d'Espagne, bien sûr, les cascades, et bien sûr, Cauterets. On remonte donc au lac et au col d'Iléou, avant d'aborder une nouvelle vallée, donc, celle d'Estaing, le petit col des Bordères, mais là aussi, même si on est sur des routes à faible circulation, vers Estaing, il y a beaucoup de passages sur routes bitumées. C'est souvent des routes, bon, il n'y a personne, mais le pied du montagnard habitué aux estives peut être un petit peu lassé de ces tracés sur route. Ensuite, on reste dans la moyenne montagne, et un passage tout proche du col du Soulor, pour quitter les Hautes-Pyrénées, donc au niveau du cirque du Littor, juste en contrebas du col du Soulor, et pour remonter ensuite au col de Torte, et avant la descente sur Gourette. Donc là aussi on passe à la station de ski avec ce GR10, mais ils évitent la plupart des remontées pour s'engager dans le fameux vallon d'Anglas. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ils atteignent le lac d'Anglas. Alors c'est aussi très touristique l'été, il y a un monde assez important. Mais ensuite là, on aborde des secteurs beaucoup moins parcourus, avec le franchissement de la Hourquette d'Ar à 2465 mètres quand même, et descente donc sur au sud du massif de Gers et du plateau d'Anouillas, là, un massif calcaire relativement grandiose, où le GR10 suit des failles assez bien trouvées,
et propose donc, j'avais mis des photos, je sais pas, je les retrouve pas. Je voulais vous montrer. Voilà. Donc voilà, j'avais prévu de vous parler d'ailleurs de l'installation d'un nouveau refuge. Peut-être que certains s'y sont rendus au-dessus de Barèges, à Aiguecluse. La vieille cabane, alors elle n'a pas été remplacée, elle existe toujours, hein, à quelques dizaines de mètres, sur la droite, là, en regardant cette photo. Et donc un refuge flambant neuf, assez impressionnant, qui a nécessité de très très longs travaux quand même. Ils avaient été interrompus, notamment à cause de la pandémie, et ensuite avaient repris. Et donc, ce qui est à souligner aussi, c'est que c'est une communauté de communes, hein, qui a lancé les fonds. C'est le principal bailleur de fonds. Et c'est une nouveauté aussi qu'on voit dans plusieurs secteurs, hein. On parlera par exemple du refuge Vallon. Alors là, c'est peut-être moins nouveau, puisque la communauté de communes de Saint-Savin, historiquement, c'est un peu particulier. Mais de plus en plus de structures intercommunales s'investissent dans le tourisme, et alors qu'au départ c'était une compétence plutôt départementale dans les lois de décentralisation. Donc on le voit beaucoup dans les Hautes-Pyrénées, un peu moins en Ariège par exemple. Mais c'est vrai que là on est dans des secteurs où, je l'ai dit tout à l'heure, où la clientèle touristique est assez nombreuse. Hein, donc, c'est pas des refuges qui sont spécialement destinés aux GR10. Ils reçoivent énormément de gens qui viennent uniquement pour une nuit. Alors, je vous parlais aussi des tronçons qui suivent les routes. Alors, c'est vrai que ça peut être pénible parfois. Il y a le bruit des voitures relativement proche, mais on découvre aussi parfois des sites insoupçonnés. Quand on s'y rend à la journée, on traverse ça très vite en voiture, ces longues vallées à remonter. Et en fait, là c'est juste au-dessus de la route qui mène au pont de Sia, entre Luce-Saint-Sauveur et Gèdre en fait. Hein. Vous avez de très beaux sentiers forestiers où il n'y a absolument personne, et on est immergé dans les profondeurs de la montagne pyrénéenne, dans ces forêts de hêtres assez fabuleuses. On est à l'ombre, en juillet on voit des fleurs. On peut croiser des chevreuils, voilà, c'est tout aussi poétique, si ce n'est plus que des sites bondés, même s'il y a de hautes montagnes autour qu'on ne voit pas, en raison du couvert forestier. Voilà un aperçu donc de la longue descente dont j'avais parlé tout à l'heure aussi. Hein. Vous reconnaissez peut-être le lac de Gaube au fond, hein, avec le Monet de Cotteret ici, et là c'est le Caballeros. Donc là, vous avez ici au premier plan un névé qui cache un petit peu le point culminant du GR10, donc la Hourquette d'Ossou. Cette photo est prise du sommet du Petit Vignemale. Donc je vous parlais des communautés de communes. Le refuge Vallon aussi a bénéficié du financement donc, de la communauté de communes de Saint-Savin, alors qui est une commission syndicale, hein, mais qui dépend de cette communauté de communes dont Cotteret fait partie. Et Saint-Savin est propriétaire, hein, de nombreuses terres sur la commune de Cotteret, historiquement. Et donc le refuge Vallon a été complètement transformé. Alors j'étais obligé de prendre une photo de ce site, qui est de financement européen, mais au service, hein, des gardiens de refuges et des structures des refuges des Pyrénées, hein, pour essayer de développer leurs revenus et leur attractivité. Et donc je me suis pas encore rendu personnellement, hein, mais tout le monde en dit. On a des échos contrastés. Certains sont émerveillés, d'autres sont ultra déçus. Ça dépend à quelle paroisse on se réfère, on va dire, à quelle chapelle plutôt, pardon. On appartient, mais c'est vrai qu'en tout cas, les dimensions sont impressionnantes, le matériel utilisé est aussi impressionnant, hein. Et bon, c'est moderne, ça c'est vrai, c'est flambant neuf, et l'offre, évidemment, est bien renouvelée. C'est vrai que le refuge précédent était assez vieillot. Bon, même si le vieillot peut toujours avoir un certain charme dans les bâtiments, après c'était pas... Bon, c'est jamais indispensable, hein, de telles transformations,
mais il y a bien sûr des objectifs économiques derrière. Alors, on quitte les Hautes-Pyrénées pour aborder donc le Béarn, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà enfin une photo de Jean-Pierre, vue du fameux plateau de Cézy dont je vous parlais, après cette descente de la Hourquette d'Ars. Bon, là c'est une mer de nuages, du coup on ne voit pas le fond de vallée, mais c'est assez classique, l'été notamment. Et bon, les cumulus annoncent peut-être un orage en fin de journée également. Là. Jean-Pierre va accompagner nos randonneurs pendant plusieurs journées, notamment au lac d'Ayous, hein, puisqu'ils vont remonter ensuite vers le col du même nom pour descendre vers la vallée d'Aspe et le fameux chemin de la Mature. Je n'ai pas mis de photo de chemin de la Mature, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et on termine donc au cirque de l'Esquin, qui est le visuel qu'a choisi comme accroche la Fédération française de randonnée pédestre pour vendre son topo-guide de tout le secteur Pays Basque-Béarn. Donc comme quoi, le cirque de l'Esquin semble vendeur. Bon, à moins que ce soit la jeune fille qui est au premier plan qui attire les randonneurs, mais ça serait mauvaise langue de dire ça. Là. Et donc, le tronçon dont je vous parlais se termine à la Pierre-Saint-Martin, la station, donc, au milieu des arts calcaires du Pic d'Agny. Je vous remontrerai quelques photos, puisque la Sherpé s'y engage également aussi sur ce massif du Pic d'Agny. Donc, la haute randonnée pyrénéenne, en deuxième sous-partie, elle aussi va atteindre ses points les plus hauts, d'où le titre, en ses sommets, et toujours de manière transfrontalière, puisqu'elle va alterner de part et d'autre de cette frontière franco-espagnole. Donc on avait laissé nos HR-pistes suivant les traces de Georges Véron au sud du tunnel de Viella. Alors autrefois il y avait l'hospice de Viella, qui aujourd'hui n'est que ruine. La plupart des randonneurs qui souhaitent un refuge ont celui de Conangles, qui est tout proche, désormais, tout proche de la route aussi d'ailleurs. Mais le bivouac est bien sûr largement possible, puisqu'on est à des altitudes assez élevées, et que les Espagnols l'autorisent en général au-dessus de 2000 mètres. Donc on gravit d'emblée un beau dénivelé en sortant de ce tunnel de Viella pour gravir le point culminant donc, de la HRP au Tuc de Molieres. Donc on atteint un paysage marqué par l'empreinte des glaciers, mais où on ne voit plus beaucoup de glaciers, et plutôt les traces de leur ancienne présence. Alors c'est ce site qu'a choisi Monsieur Jean Casaban, qui a publié son récit de sa propre traversée récemment, qu'il a baptisé Au-delà des horizons. Il a utilisé une photo prise par lui-même donc dans la montée au Tuc de Molieres. Donc le Tuc de Molieres est à 3010 mètres, et la Sherpé, alors on n'est pas obligé d'aller au sommet, si on passe par là, on peut se contenter de 2980 et quelques sans aller au sommet. Bon, tout dépend, vous me direz, du vent et du brouillard. C'est vrai que bon, ça n'a pas grand intérêt non plus de faire une demi-heure de plus dans le brouillard, mais bon, on est donc dans des parcours, là, dans plus un massif granitique, où souvent les glaciers, même disparus récemment, laissent des traces assez visibles. Le granit, longtemps couvert par la neige ou les glaces, est toujours beaucoup plus clair, alors que des lichens ou des mousses se sont installés et ont noirci les granites les plus souvent dégagés de la neige et de la glace. Et donc on retrouve très souvent, finalement, ne serait-ce qu'à la couleur du granit, l'ancienne empreinte des glaciers du 19e. Donc il faut imaginer qu'au 19e, ici, tout le secteur devait être quasiment toute l'année, au moins sous la neige, voire sous la glace, et que ces glaciers ont fondu au cours du XXe siècle jusqu'au début du XXIe. Et là, il ne précise pas quand est-ce qu'il a pris la photo, peut-être en août, peut-être début septembre, mais si on s'y engage même fin septembre et début octobre, si ça se trouve, il n'y a même plus du tout de neige. Il existe encore des glaciers, bien sûr, avec toujours un vestige de glace, mais les névés, certaines années, ont complètement disparu.
Un autre secteur où l'HRP atteint une altitude très élevée, c'est juste avant d'arriver au refuge du Portillon. On passe au-dessus du lac de Littérolle et on atteint le col de Littérolle à 2983 mètres quand même, donc quasiment 3000 aussi. Et là aussi, pour les HRPistes en forme, hein, il n'y a qu'à faire quelques dizaines de minutes de plus pour faire des 3000. Vous avez le Perdiguer au fond, ici à 3002 par exemple. Donc voilà le site du cirque du Portillon de Haut avec le refuge. Alors on voit pas très bien le refuge, il est ici, hein, le bâtiment du refuge, en noir ici, nommé en hommage à Jean Arlot, un grand pyrénéiste qui a longtemps vécu à Luchon, qui était médecin de profession et qui a beaucoup fait d'ascension de première dans ce secteur. Il y a même un sommet qui porte son nom, et donc ce refuge aussi. J'avais appris que Jean Arlot était un spécialiste aussi de se rendre à vélo sur le site de ses propres randonnées, même l'hiver. Donc il a vécu au début du XXe siècle. Donc dans les années 1910-1920, il prenait son vélo de l'époque, avec les skis de l'époque sur le dos, il montait à l'Hospice de France depuis Luchon, et ensuite il allait s'attaquer au port de Vénasque à la Maladeta. Je vous laisse imaginer la santé du gaillard. Il devait avoir de nombreux poumons, enfin bon, un vrai isard quoi. Alors ici, hein, que je parlais des glaciers aussi, on a le dernier, alors le plus grand des derniers glaciers du massif du Luchonnet, hein, le glacier du Sey de la Bac, alors qui autrefois, il y a encore à peine 30-40 ans, couvrait quasiment toute la pente hein, du cirque, hein, là, sur cette étendue, quasiment 5 fois plus de largeur qu'il en occupe aujourd'hui. Il en est réduit à la portion la plus à l'ombre des pics du Sey de la Bac. Hein. Et alors j'ai croisé un spécialiste cet été au refuge du Portillon là, qui disait que bon, d'ici 10 ans maximum, ce glacier aussi devrait avoir disparu. On enchaîne avec un autre secteur très élevé aussi, hein, celui des Gours Blancs. La HRP passe au col des Gours Blancs, donc ce sont des secteurs assez éprouvants pour beaucoup de marcheurs, hein, surtout ceux qui ne sont pas forcément habitués à la haute montagne. Hein. Là, on est encore à presque 2900 mètres d'altitude sur le tracé officiel de la HRP. Et on atteint donc les fameux Gourgs Blancs qui n'ont de blanc que le nom, hein, puisque je vous rappelle que dans la toponymie locale, Gourgues, c'est les lacs. Donc ce sont censés être des lacs glacés, qui autrefois tout l'été restaient couverts de glace ou de neige, et aujourd'hui dégèlent assez tôt et ne sont plus du tout sous la glace. Hein. Le glacier lui-même des Gourgs Blancs n'est plus que le fantôme de lui-même. Donc la HRP passe au refuge louronné de la Soula, hein, sur la commune de Loudunvielle, et ensuite repasse en Espagne pour atteindre le refuge de Viados, donc en faisant une petite incursion dans le parc des Posettes, au pied du deuxième sommet le plus haut des Pyrénées. Donc voici une photographie. Vous avez les granges de Viados. Alors j'ai pas photographié le refuge lui-même, hein, qui est d'un très bon niveau de prestation. Hein. Et là on est dans un type de roche assez différent, des roches métamorphiques qui ont des plissements, alors qui auraient émerveillé mon prédécesseur Alain Cazenave-Piarot, qui adorait ce genre de paysage géomorphologique. Et alors j'ai vu sur internet, dans le site du parc naturel des Posettes, hein, vous avez une très très bonne description en français hein, de la géologie des Posettes, qui est très complexe aussi puisqu'elle s'étale sur 300 millions d'années. Hein. On est toujours dans le secteur de la haute chaîne primaire axiale, hein, primaire au sens de l'ère primaire. C'est développé dans l'ère primaire il y a plus de 300 millions d'années. Et donc ce sont des choses qui ont été soulevées, rabattues sous la mer, ressoulevées à nouveau avec le plissement alpin, qui ont connu évidemment moult transformations avant d'en arriver là, mais qui ont été très suivies par les géologues, qui arrivent à peu près à en expliquer, à en retracer l'histoire. Alors le sommet des Posettes, précisément, est ici, hein, dans l'ombre. Ici, c'est la crête de Las Espadas, la crête des épées, il me semble, qui dépasse aussi les 3300 mètres.
Après avoir passé ce refuge de Viados, remontée assez importante pour le GR10 qui, à partir de là, colle pour plus d'une journée sur sur la HRP qui colle avec le GR11, pardon. Et ils arrivent ensemble donc au lac d'Urdicetu. Alors Urdicetu, c'est le nom français donné à Urdiceto pour les Espagnols, avec un refuge qui n'est pas gardé, mais qui propose un exemple de ce que les fédérations aragonaises ont fait bâtir pour le parcours du GR11. Vous avez beaucoup de... Ils appellent ça refuge sur les cartes espagnoles. Ce sont en fait des cabanes ouvertes, non gardées. La porte est ouverte tout l'été. Et donc il y a entre 10 et... là, il y a une bonne trentaine de places. Celui-là, il est immense. Peut-être même plus encore. Ils ne sont pas toujours bien placés du point de vue du sportif, en tout cas, randonneur, parce que parfois ces refuges-là, celui-ci, tu as plus d'1 kilomètre du tracé lui-même du GR11 et il faut remonter un petit peu quand on est très fatigué, quand on a gravi un col. Si on vous dit il faut encore gravir 1,5 km avec des pentes à 15%, vous n'êtes pas forcément ravi, et il y a beaucoup de refuges qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas spécialement situés directement sur le parcours. Mais c'est une excellente prestation quand même. Ça évite de porter la tente, ça évite de la monter, voilà. C'est toujours appréciable. Après, l'état de ces refuges est toujours, comme tout ce qui est ouvert et pas gardé, ça peut être inégal selon les années. Des nettoyages sont effectués évidemment quasiment chaque année, mais la HRP a de très nombreuses variantes. Et donc vous trouverez, si vous faites des recherches vous-même, vous trouverez même dans des topo guides en vente sous forme de livres ou sur des sites internet des traces différentes. Donc voilà une autre photo un peu plus retouchée du point de vue des couleurs. On voit toujours bien le fameux refuge et le lac d'Urdicetu. Les balises du GR11, tout là c'est sur le passage qui est proche du lac d'Urdicetu avec les posettes en fond et sa forme caractéristique en forme de trapèze. Quand on le regarde depuis l'ouest, pour le reconnaître, il faut souvent chercher un trapèze. Donc quand on vient de Tarbes ou de Pyrénées, pour reconnaître les posettes, c'est souvent à cette forme géométrique qu'on le reconnaît. Donc après ce passage dans le massif de la Punta Suelsa, grosse descente pour atteindre la vallée de Bielsa qu'on rejoint donc à Parzan. Alors ça, c'était pas la trace initiale que Georges Véron avait choisie. Georges Véron, c'était quelqu'un qui voulait absolument fuir les routes. Et aujourd'hui, la plupart des traces de la HRP proposent, ce qui a peut-être fait se retourner dans sa tombe Georges Véron, plusieurs kilomètres sur la route, en plus grosse route espagnole du tunnel de Bielsa, avec des camions et quand même beaucoup de circulation. Donc vous voyez là, la HRP fait ce qu'elle n'avait pas, en tout cas ce que Georges Véron n'avait pas prévu, plusieurs kilomètres sur la route. Il avait prévu lui à l'origine, Georges Véron, de passer par l'hospice de Rumajou et de gravir quasiment le pic d'Ariouer pour passer sur les crêtes du Moudangle et pour rejoindre le refuge de Baroud. C'est un tracé assez audacieux, pas dangereux, mais pas du tout marqué, avec des sentiers relativement peu entretenus. Du coup, il a été progressivement délaissé en faveur donc de cette jonction avec le GR11. Bon, chacun y verra aussi ses convictions montagnardes et sportives en fonction de ce qu'il choisit, mais en tout cas la plupart des traces actuelles proposent ce passage sur la route. Tout ça pour rejoindre donc la France à nouveau par le cirque de Baroud et la fameuse muraille du même nom. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à vous mettre de photos de la muraille de Baroud. On la voit de la route par exemple depuis le plan d'Aranouet, c'est l'envers du cirque de Troumouze, une muraille relativement impressionnante qui fait 800 mètres d'à pic presque, entre le pic de Troumouze et les lacs de Baroud. Et cette muraille donc est contournée par le nord
pour rejoindre donc le bas du cirque de Troumouze à Eas et sa fameuse chapelle. Les HRPistes vont donc alterner les cirques glaciaires, Troumouze, Estobé, là dans lequel ils font une incursion assez profonde pour franchir la Hourquette d'Allan et retrouver Gavarnie. Donc Gavarnie, on le voit beaucoup mieux en restant sur la HRP puisqu'ils arrivent par les pentes dominant le refuge des Espuguettes, et donc là il y a une vue très classique bien sûr mais belle sur la brèche de Roland, le Casque et la Tour, et donc le port de Boucharoux à droite là. Vous avez le refuge des Espuguettes à peu près à 2000 mètres d'altitude qui domine directement le vallon où se trouve Gavarnie, le village en contrebas. Donc après Gavarnie, là cette fois-ci la HRP rejoint le GR10. Vous voyez le GR10 sur cette portion, le GR11 dans la précédente. La HRP aussi se sert un petit peu des deux itinéraires existants et balisés. Donc les deux vont se suivre jusqu'au refuge des Oulettes de Gaube, franchir ensemble la Hourquette d'Ossou. Et à partir des Oulettes de Gaube, là on reprend bien l'esprit de la HRP. On ne va pas descendre au village de Cauterets et on va rester sur les crêtes de refuge en refuge. Donc passer au fameux refuge Vallon par exemple, passer au refuge l'un ou l'autre du Balaïtous, c'est-à-dire le refuge de la Ribée notamment. Alors pour celui le refuge Le Dormeur, il faut faire une petite boucle quand même pour quitter l'itinéraire. Et on va ensuite atteindre le refuge d'Arémolide pour retrouver le Béarn et donc le département des Pyrénées-Atlantiques, au pied du massif du Palace. Le refuge d'Arémolide est en travaux d'ailleurs. Le CAF, c'est une propriété du Club alpin français, prévoit des travaux jusqu'en 2026, il me semble au moins, peut-être même 2027. Donc on arrive dans le secteur d'Artoust et là aussi du pic du Midi d'Ossau. Bon, je ne vous remonte pas quasiment les mêmes photos puisque là la HRP passe autour du pic du Midi d'Ossau et arrive donc, alors plutôt par les crêtes au cirque de l'Esquin. J'en remonterai quelques images avec le GR11, mais elle finit aussi la HRP dans le massif du pic d'Anny, donc et ces fameux karstes. Pour ceux qui ont suivi les conférences de M. Cazenave-Piarot, je sais qu'il en avait parlé plusieurs fois, alors je ne sais pas si vous l'aviez écouté là-dessus, mais le pic d'Anny est un massif karstique, donc ce sont des formations calcaires qui se caractérisent donc par une dissolution permanente de cette roche sous l'action de l'eau, qui crée des failles, des fissures, des cavités et donc parfois des gouffres. Vous savez qu'il y a le gouffre de la Pierre Saint-Martin qui est le plus grand d'Europe et même un des plus grands du monde, vraiment gigantesque, dans lequel on rentrerait, paraît-il, 3 fois la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc c'est un secteur où du coup il n'y a pas de rivière, il est assez difficile de trouver de l'eau alors que c'est très humide. Le pic d'Anny est très très arrosé, mais toute l'eau s'infiltre partout. Et ces karstes, qu'on appelle aussi en montagne des lapiazes, ça forme ce qu'on appelle ce massif karstique est couvert de ce qu'on appelle des lapiazes, qui sont très coupants et tranchants parfois. Ça abîme énormément les chaussures, notamment des randonneurs, mais aussi leurs mains, si on pose les mains sur les côtés pour s'appuyer. En cas de chute, ça peut être extrêmement douloureux aussi, très vite saignant, parce que même quand les roches semblent un petit peu plates, etc., c'est très râpeux comme matière, et on a vite fait de se griffer. Voilà ce paysage qui domine la station de la Pierre Saint-Martin en fond avec ses immeubles. Et c'est là que donc la HRP et le GR10 terminent ensemble la portion que nous étudions aujourd'hui. Voilà une autre photo avec une des balises rouge et blanche ici, là, qu'on voit relativement bien. Quelques arbres éparses, mais c'est vrai que là c'est difficile en haute altitude
pour les sols de s'implanter vraiment et aux arbres d'implanter leurs racines. Alors on termine par le GR11 pour la description de ces itinéraires. Donc j'ai essayé de l'illustrer un peu plus, alors je vais peut-être accélérer parce que sinon on n'aura pas le temps. Le GR11 s'aventure donc le long des géants pyrénéens, lui aussi il est dans des secteurs très élevés, dans les secteurs où il atteint ses altitudes les plus élevées, il frise les 2800 mètres, un peu plus haut que le GR10, c'est proche des pics d'enfer lui qui atteint l'altitude la plus élevée dans le secteur. Mais c'est vrai qu'il était allé plus haut dans les Pyrénées-Orientales, on avait dit qu'il avait atteint les 2800 mètres alors Pyrénées-Orientales, pardon, dans la province de Gérone. Donc il passe notamment très rapidement, puisque c'est tout proche du tunnel de Viella, au pied du géant pyrénéen, donc le pic d'Aneto, photographié ici en 2023. Alors, mois d'août, hein, c'était le 10 août, il me semble, 10 ou 11 août, que j'ai pris cette photo. Du coup, il faut s'imaginer qu'il y a encore un mois de fonte derrière, voire plus, un mois et demi. Et là, on ne peut parler que de vestiges déjà de glaciers. Hein. Vous voyez, ces glaciers ont vraiment la couleur des glaciers qui vont mal. Hein. Ils sont sales, il n'y a quasiment plus de neige qui couvre la glace. Les éboulis commencent à les recouvrir. Hein. Le glacier a tendance à s'enterrer, même s'il n'est pas actif. Mais il y a un enterrement passif sous les pierres et les éboulis qui vont protéger finalement, malgré eux, les derniers vestiges de glace. Et autrefois, il faut imaginer donc que tous ces lambeaux de neige étaient regroupés ensemble. On a ici un lambeau de glace aussi, dans des ensembles beaucoup plus unifiés, beaucoup plus blancs aussi, beaucoup plus longtemps. Ça provoque même l'apparition de certains lacs. Quand un glacier fond, dès qu'il y a une petite subsidence, un lac peut se former. Et les géographes espagnols ont identifié le nouveau plus haut lac des Pyrénées. Alors le nom n'est pas encore très arrêté, il me semblait, à ce que j'ai compris. Vu qu'on est sur le glacier d'Aneto, certains pensaient le baptiser le lac de l'Aneto, le lac glacé de l'Aneto, quelque chose comme ça, mais ça devrait apparaître. Pardon ? Alors là, c'est vu du pic du Pico del Medio. Le Coronas c'est un peu plus sur la droite, donc plus vers l'est. On est plus là où vous avez le pic de la Maladeta. Donc on n'est plus vraiment dans le secteur de Coronas. Il y aura peut-être un autre lac de Coronas. Il y a un petit lac, oui, de fonte, oui. Oui, c'est vrai que j'ai pas pris ici, là, juste là, peut-être. Ça, c'est le pic de Coronas. Et là, vous avez le col Coronas, là. Donc ici, derrière, il y a un tout petit lac de fonte aussi, là. Alors c'est vrai que finalement, il est peut-être encore plus élevé que l'autre, oui. Mais bon, sur le papier que j'avais consulté, il référençait celui-ci comme vraiment un lac officiel, qui existe chaque année en tout cas. Parce que c'est vrai que pour l'autre, peut-être que certaines années très enneigées, il n'apparaît pas vraiment en tant que lac. Peut-être qu'il reste toujours de la neige toujours au fond. Alors mais bon, toujours est-il que mon propos était de dire que, voyez, on a des glaciers très très bas en point qui font presque de la peine à voir. Avec en plus, c'est vrai que là il manque le son, mais quasiment toutes les 5 minutes, vous avez des chutes de pierre sur ce type de paysage. Hein. Ça déboule en permanence, hein, dans une journée comme ça fond presque à vue d'œil. Hein. Et j'ai même trouvé des vieux crampons rouillés de modèles. Alors je ne sais, j'aurais dû les ramener pour les faire dater, mais ils avaient peut-être 100 ans. J'avais jamais vu des choses usinées de la sorte. Et je vous rappelle que c'est la fonte de ces glaciers qui a restitué le corps du fameux guide Barrault qui était tombé dans le glacier de la Maladeta, hein, juste derrière cette crête, 90 ans après sa mort. Bon, ça fait déjà longtemps qu'on a récupéré son corps, mais bon, à ma connaissance, il n'y a pas de corps prévu à récupérer, je pense. Bref, les glaciers fondent. Je vous apprends rien, mais on le constate facilement en parcourant ces espaces. Là, ici, sur la droite, on a un versant exposé au sud, et il y avait un glacier autrefois. Là, il n'y a plus rien du tout.
même aucune neige persistante ne se maintient. Alors par contre, ouais, alors, je ne sais pas pourquoi la croix, ça a bugué la photo, je n'avais pas prévu de la montrer comme ça. La croix est toujours au sommet, hein. Elle n'a pas été enlevée. Alors les posages, je vous en ai déjà parlé. On atteint un troisième massif très élevé, donc le troisième plus haut des Pyrénées, c'est le massif du Mont Perdu, avec ces fameux trois points culminants qu'on surnomme les trois sœurs dans la toponymie espagnole, d'après une vieille légende où se mêlent les sorcières, dans certaines versions les musulmans, la pétrification traditionnelle et la personnification des montagnes par des femmes figées dans le temps. Donc vous avez au centre le Mont Perdu, à droite le cylindre pour la deuxième sœur, donc là c'est le cylindre du Marboré avec une forme assez caractéristique, et le Soum de Ramon. Alors Soum de Ramon, c'est le nom donné par les Français, Ramon pour Ramon de Carbonnières, mais les Espagnols l'appelaient autrefois le pic d'Anisclo, qui constitue la troisième des sœurs. Donc dans ce secteur, on arrive dans le fameux massif calcaire du Mont Perdu. Donc le GR11 propose des vues absolument magnifiques. Alors ça, c'est pas vu depuis le GR11, hein, mais le GR11 parcourt ce plateau là, près du pic de Comodoto, traverse la vallée. Là, on voit bien l'auge glaciaire. Pour ceux qui ont suivi les cours de géomorphologie, la vallée en U, donc alors un peu comblée par les éboulements évidemment, mais un fond plat, des versants très pentus, et on imagine facilement se loger une langue de glace, un peu comme celle de la mer de glace ou du glacier d'Aletsch en Suisse, au fond de ce vallon. Et donc les candidats au GR11 ont une longue montée à faire, hein, depuis le fond de Pignetta jusqu'au col d'Anisclo ici, pour aller chercher le versant sud où se trouve le refuge de Goris. Côté sud, on voit aussi, on domine les canyons qui eux ne sont pas du tout glaciaires justement. On voit bien que ces vallées-là sont profondes, encaissées, étroites et n'ont pas été élargies par les glaciers. Au contraire, ça a été creusé par un ruisseau tortueux, donc alors sur des cycles beaucoup plus longs finalement, avec un certain succès, vous me direz aussi, mais qui a un tout autre style géomorphologique. Le Mont Perdu a encore un peu gardé de sa superbe au niveau glaciaire, bon, mais ça c'est une photo qui est prise début juillet. C'est vrai que selon les saisons, à quelques semaines près, selon les années aussi d'enneigement, on peut avoir une toute autre impression et se dire que ça y est, les glaciers reprogressent à nouveau. Pas du tout, c'est qu'en fait on est en juillet et que la dernière photo qu'on a prise c'était en septembre, et en 2 mois il se passe beaucoup de choses du point de vue de la fonte. Donc j'ai passé les massifs du sud du Vignemale, d'Enfer, etc. pour arriver directement donc dans les secteurs du Pourtalais. Donc vous avez ici le pic d'Anayette, peut-être vous en avez entendu parler, qui est au-dessus de la station de Formigal. Randonnée relativement accessible la journée, hein, puisque c'est des sentiers très larges. On commence par la route d'ailleurs, hein, de la station. Beaucoup de familles s'y rendent, hein, pour le pique-nique de la journée. On n'est pas sur des altitudes très élevées, mais des paysages qui font penser donc à son voisin au Salois, hein, le pic de Midosso, puisqu'on est dans la même structure de roche aussi, hein. On arrive, pour finir aussi, par les fameuses roches ferrugineuses, hein, qui donnent ce ton rouge, hein, aux hauteurs de l'Aragon occidental, hein. Peut-être avez-vous entendu parler du Castillo de Hatcher aussi, au niveau de la géomorphologie, c'est ce qu'on appelle un synclinal perché. Vous avez un pli de la structure subsidant comme ça, qui forme un vallon perché. Vous avez tout un petit vallon herbeux au sommet de cette montagne, que les Espagnols appellent un château, hein. Et en plus, vous avez une discordance entre une couche calcaire blanc et cette roche rouge, qui est assez fabuleuse, et au pied duquel passe donc le GR11. Ces randonnées, ces sentiers donc permettent de se lancer
ici au cœur des Pyrénées. Alors je vous laisse chercher où se trouve-t-il ce cœur. Voilà, au centre des Pyrénées. Alors pour terminer, ma dernière partie était plus courte que les précédentes. Tant mieux, me direz-vous, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais en dernier lieu, je voulais évoquer rapidement les enjeux spécifiques donc, qu'affrontent les randonneurs sur ces portions. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est peut-être par excellence le tronçon du tourisme de masse. Alors, je prends des précautions parce que c'est vrai qu'au début et à la fin du parcours, on est aussi dans des secteurs près des littoraux. Donc, le tourisme de masse, Argelès-sur-Mer ou à Hendaye, on en connaît quelque chose. Mais, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, on a quand même des secteurs avec des armées de touristes qui vont être potentiellement rencontrés par nos randonneurs, parfois habitués à la solitude de leur parcours. Le GR10 ici en pointillé passe tout près par exemple de l'immense parking du pont d'Espagne au-dessus de Cauterets. Donc évidemment on ne pourra pas ignorer la présence de tous ces touristes et ça suppose donc une adaptation pour les hébergements, pour les transports éventuellement s'il faut rentrer, les bus sont vite bondés, si on prévoit plusieurs tronçons, mais c'est surtout en termes d'hébergement que ça pose une difficulté. Donc la précaution la plus indiquée, c'est évidemment prévoir sa tente, mais il faut en avoir les moyens physiques et la volonté aussi. Côté espagnol, même chose, on est quand même dans des secteurs où vous avez un tourisme très développé, une offre très importante, depuis assez longtemps d'ailleurs, puisque ici c'est le Parador national de Pineta. Vous savez que dès l'époque de Franco, on avait commencé à développer c'était presque la noblesse espagnole à l'époque, un tourisme montagnard dont il reste certains vestiges, mais aujourd'hui, bon, j'ai pas pris de photos, mais c'est surtout les campings qui attirent vraiment des foules. Alors, plutôt dans les canyons, c'est vrai que c'est très très vendeur depuis une bonne trentaine d'années. Mais les Espagnols sont très friands de randonnée, d'ascension de sommet, de trail aussi, et donc GR11 et HRP vont croiser des flux très importants de randonneurs à la journée. Au niveau de la protection de l'environnement, là il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux précédentes étapes, sauf côté français, c'est évidemment l'étape du Parc National des Pyrénées, que l'on rencontre à partir donc du refuge de Baroud, alors refuge qui a brûlé mais qui doit être reconstruit d'après ce que j'ai appris récemment sur le tracé de la HRP. On entre dans le parc national et il va être fréquenté ce parc national donc jusqu'à la vallée d'Aspe. Donc tous les tracés en sortent et ils rentrent, en sortent successivement. Bon, la HRP, évidemment, vu son esprit, colle finalement pas mal à la localisation du parc, de sa zone cœur. Vous savez que dans le parc, il y a une zone cœur avec davantage de règles que la zone périphérique, qu'ils appellent la zone d'adhésion désormais. Cette zone cœur est réduite souvent à la portion congrue, puisque c'est vrai que quand ça a été développé, il a été difficile de convaincre les acteurs locaux d'accepter de protéger de très très vastes portions de leur commune. Donc on a un parc qui géographiquement a une forme très très étroite, concentrée sur les plus hautes altitudes proches de la frontière, donc là où se trouve la HRP. Souvent, le GR10 est en dehors du parc, et le randonneur n'a donc pas vraiment à tenir compte des règles habituelles de la protection de la nature dans les parcs. Par contre, côté espagnol, on a un parc naturel, celui de Pozets-Maladeta, où là aussi les feux, le bivouac sont interdits, théoriquement, mais il est assez facile de croiser des randonneurs planter leur tente au bord des lacs. Et plus strict encore, dans le parc national d'Ordesa, et du Mont Perdu,
vous avez donc un des parcs nationaux espagnols, alors qui forme aussi une partie du site classé à l'UNESCO, avec le cerf du Gavarnie. Alors, nouveauté aussi, côté nord, pour les enjeux auxquels font face les randonneurs, c'est le pastoralisme. On est quand même dans un secteur où il y a davantage de troupeaux par rapport à l'Ariège, notamment. Hein. Alors, on n'est pas encore au Pays Basque, bien sûr, mais progressivement, plus on avance vers l'ouest, plus les troupeaux de vaches, les troupeaux d'ovins vont être nombreux. Donc là, si on a une tente, il vaut mieux savoir l'arranger vite ou alors être judicieux dans l'emplacement. Mais donc je vous avais montré cette carte, déjà on voit bien le gradient quand même est-ouest, là c'est dans la densité des exploitations procédant à la transhumance. Hein, plus on va vers l'ouest, plus on a d'exploitation. Et quand on arrive déjà dans les Hautes-Pyrénées, on a quand même beaucoup plus d'exploitation que en Ariège, où globalement le pastoralisme est moins dynamique que sur les Pyrénées occidentales. Alors ça donne quand même de temps en temps de belles images, hein, tous ces animaux. Ce sera mon mot de la fin, parce que je vous avais préparé une petite vidéo. Là c'est sur le GR11, donc on est au pied de ces fameuses roches rouges. Là c'est le vallon supérieur du Rio Aragon, un secteur qu'on appelle Aguas Tortes, hein, du nom de ce rio tortueux en fond de vallée. On est juste derrière le refuge d'Arlette côté français. Donc là, côté espagnol, du refuge d'Arlette en fait. Et vous avez donc la horde sauvage qui, je ne sais pas si vous connaissez aussi Ennio Morricone, c'est la musique que j'ai adaptée dessus. On s'y croirait quand on observe ce genre de... Alors j'espère que ça va marcher. Non, ça marche pas, évidemment. Ah oui, je comprends ce que j'ai fait. Voilà. J'ai oublié de rebrancher le son. Voilà, mais les montages vidéo c'est toujours très long et c'est difficile de faire un bon effet. Voilà. Voilà, c'était... Excusez-moi, c'était filmé avec un téléphone. Mais j'avais été assez épaté. Alors, le fait d'avoir mis la musique, ça efface le bruit des animaux. Et c'est vrai qu'il y avait les cloches, les sabots des chevaux, mais on les entend très mal avec le téléphone. Et alors, il n'y avait aucun être humain. C'était les chevaux d'eux-mêmes qui se sont mis à courir comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils poursuivaient. Bon, ils se sont arrêtés au bout d'un moment. Merci de votre attention. S'il y a des questions d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.